Et je voudrais dire un mot sur ce qui me paraît peut-être, je dirais, sous-évoqué, c'est justement les rapports comme ça de pouvoir entre le collectionneur et l'objet appartenant à des civilisations étrangères, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc le rapport de pouvoir, où effectivement l'histoire de France, en l'occurrence, puisqu'on est en France, l'histoire de France avec les anciennes colonies me semble quand même une histoire sur laquelle on ne peut pas passer comme ça d'un revers de main. Et ce rapport au pouvoir, je crois qu'on le retrouve aussi, me semble-t-il, dans le désir de collection, qui effectivement ne va pas sans quand même une accumulation importante des objets, avec en arrière-fond, bon, quelle que soit la façon d'acheter les objets, des rapports financiers, donc des rapports quand même, je dirais quelque part, qui rappellent le dominant-dominé. Donc ça me paraît important. Enfin, du moins, je ne dis pas... Enfin, disons, ça me paraît important de ne pas en être dupe. C'est surtout ça. Et j'avais une question à Monsieur Pierrat. Il a fait lui-même allusion à le fait que son appartement était effectivement très encombré de tous les objets qu'il achète. Je dirais des objets à l'entendre, enfin innombrables. Ma question c'était, est-ce que toute cette accumulation d'objets ne vient pas à un moment donné, malgré lui, je dirais encombrer aussi son regard et peut-être justement lui enlever peut-être je ne sais pas comment dire, sa fraîcheur ou comment dirais-je, oui, son originalité première, on va dire. Et la question, puisqu'il a fait lui-même référence à sa propre disparition en évoquant la désintégration de cette collection, je lui dirais, est-ce que vous n'êtes pas tenté à un moment donné justement de faire place nette, complète dans votre appartement et éventuellement de dire, si je n'en gardais qu'un objet, lequel ce serait? Donc c'est ma question. Si vous en gardiez un seul, lequel ce serait? Merci. Donc on va d'abord répondre à votre première question. Je note simplement que dans tous nos échanges, nous avons parlé de rapport à l'objet en dominant-dominé sur un plan de rapport amoureux, beaucoup plus qu'avec des références à un certain colonialisme. Mais je vais laisser peut-être M. de Dardel répondre à cette question, ou M. Pierrat. J'ai effectivement une réponse à vous apporter dans la première question, parce que africaniste ou aborigène, votre question s'applique à tout ce qui vient d'autres pays qui furent à un moment, ou bien des peuples qui furent à un moment colonisés. Vous savez, le monde est complexe et vous n'avez pas tort de souligner ce que vous avez dit, mais il se trouve que la démarche inverse peut également se produire. Lorsque le Musée national australien a été créé à Canberra, il n'avait en tout et pour tout comme lieu de stockage de l'art aborigène qu'un espace beaucoup plus petit que cette salle. Et en l'espace de 10-15 ans, tous les musées australiens se sont mis à constituer des collections d'art aborigène, jusqu'à ce qu'elles prennent plus de place que l'art contemporain, occidental. Or, ce qui s'est produit, c'est création d'un art nouveau là-bas par l'appel d'air produit par les collectionneurs. Avant cela, l'Australie blanche ne s'intéressait pas ni aux aborigènes, ni à leur culture, ni à leur production. Des regards extérieurs et dépassionnés. Je suis suisse, donc je ne participe pas de l'aventure coloniale aussi directement que d'autres. J'étais ambassadeur en Belgique. Là, c'est beaucoup plus douloureux encore au quotidien. Mais ce regard dépassionné a permis à tout un peuple d'être mieux vu. Et ensuite, les Australiens se sont intéressés à ce peuple, grâce à des collectionneurs étrangers. Je peux vraiment affirmer que c'est grâce à des collectionneurs étrangers. Et ensuite, grâce à la demande de touristes étrangers qui, lorsqu'ils étaient questionnés au sujet de ce qu'ils voulaient aller voir en Australie, citaient plus souvent qu'on ne le pensait, justement de l'art aborigène. Donc les dominés ont réussi à relever la tête et s'affranchir
de ce regard arrogant pour, au contraire, se grandir face à eux-mêmes, parce qu'ils ont pu, en s'insérant dans les courants monétarisés, naturellement, et commerciaux de cet autre monde qui les avait écrasés, ils ont pu se dire « Ah, même là, nous valons quelque chose ». Je voulais apporter ce témoignage parce que, comme je vous dis, la complexité du monde fait qu'il n'y a pas que du blanc et noir. Mais j'entends une réaction, si je peux réagir juste sur de la salle qui dit les artistes gagnent de l'argent. C'est ce que vous disiez, peut-être que les artistes sont amenés à gagner de l'argent à travers ce processus. En réalité, en fait, pour eux, ils ont un rapport à l'argent. En fait, ce qui est très intéressant en Australie, si je peux me permettre, ils n'ont pas vécu la révolution du néolithique, donc cette période où on a commencé à cultiver la terre et le moindre effort m'appartenait, le fruit de cet effort m'appartenait. Ils n'ont jamais vécu ça. Donc un artiste, en fait, il y a John Marojul, qui est un grand artiste du nord de l'Australie. Il a peint le plafond de la librairie du Quai Branly, ainsi qu'une colonne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, un holologue. Et en réalité, si vous voulez, il pourrait être très riche, millionnaire, parce qu'il a fait plein de toiles. Il en a vendu dans le monde entier et elles sont relativement chères. Mais il n'a pas un sou. Il vit dans une maison qui fait peut-être la moitié de cette pièce. Il a laissé des fenêtres, mais à une époque, il n'y avait pas de fenêtres parce qu'il voulait sentir le vent. Et il a dû redonner cet argent à sa tribu. Donc c'est une logique tribale, en fait, de chasseur-cueilleur. Donc il n'y a pas d'artistes qui s'enrichissent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ça me paraît, quand j'achète une toile à des artistes, à une communauté, je ne procède pas d'une démarche mercantile, etc. Je sais que j'encourage la survie de cette communauté qui a trouvé le seul moyen de communiquer, de vivre dans notre économie, c'est de faire des toiles. Et sans ça, en fait, ils n'ont plus de moyens de subsistance. Alors qu'est-ce qu'il a fait, cet artiste qui serait millionnaire en euros? Mais il a acheté 84 4x4 pour sa famille, parce qu'il faut des 4x4 pour se déplacer dans le désert et dans ses communautés. Mais il ne possède rien. Il y a toute une partie des aborigènes qui sont dans une logique de diaspora. Le désert est devenu de plus en plus aride. Aujourd'hui, il y a sans doute plus aucun aborigène qui est chasseur-cueilleur. Alors qu'ils ont été nomades jusque dans les années 60, peut-être les derniers à avoir quitté le nomadisme, c'est en 84. Mais ils sont dans des communautés rassemblées. Il n'y a pas de vie économique, il n'y a pas d'industrie. Donc c'est un moyen, et c'est un moyen relativement extraordinaire, puisqu'on survivre ou vivre, parce qu'en fait ils vivent en partageant sa connaissance, c'est très noble. Et je trouve ça relativement beau. Je suis désolée, mais je voudrais vraiment laisser la place à Robert pour conclure. Il y avait juste, je crois, une question puis par rapport à Emmanuel Pierrat. Très court, voilà. Quand un avocat dit qu'il fait très court, c'est que c'est faux. Il parle au juge. Non, juste pour vous répondre sur la tentation du vide, on l'a tous, hein, d'évacuer à un moment, de faire le vide. Surtout quand vous vous cognez contre un objet, que vous faites une coupure et que votre bras gonfle, et comme moi, vous vous retrouvez aux urgences à Cochin parce que vous êtes ripé sur une flèche visiblement non désempoisonnée. Donc là, je peux vous dire que la famille est contente. Et en réalité, moi, je ne rêve pas, pour des tas de raisons que j'ai expliquées dans un bouquin chez Fayard il y a des années. Et donc, mes objets me sont extrêmement utiles et importants. Ils me permettent de rêver de façon éveillée. Et je pense que je n'aurais pas écrit 52 livres, dont une dizaine de romans, si je n'avais pas ces objets. Et puis, pour conclure sur cette question, il s'avère que tout cartésien et rationaliste que je suis, donc je parle à mes objets, ils me parlent en me disant « achète-moi », etc. Je leur dis « bonne nuit ». Et en plus de ça, j'ai été élu par 2 fois, enfin j'ai été élu au Conseil de l'Ordre où je siège du barreau de Paris, mais également je suis élu dans le 6e arrondissement. Et à chaque fois, quand je me suis lancé en campagne, je me suis choisi un objet, un fétiche. Et j'ai acheté un boli de Bambara, qui ressemble beaucoup à celui de l'Afrique fantôme. Pour moi, c'est un fétiche littéraire, hein. C'est un fétiche lyricien. Et il a quasiment le même profil que celui qui est en photo dans l'Afrique fantôme, qui a été pris par donc, la fameuse expédition Dakar-Djibouti, etc., Griot, et ainsi de suite. Et donc, j'ai été élu grâce à ce fétiche. J'en suis quasiment convaincu. Si on me l'enlevait, je pense que je perdrais mon siège. Et puis, j'ai un petit kotoko comme ça du Tchad aussi, qui m'a permis d'être élu dans mon autre poste. Et alors voilà, si je devais choisir, je pense que je me débarrasserais tout sauf de ces 2-là.
parce que tant que je tiens à mes mandats, j'aime beaucoup être élu. Alors voilà, si j'explique ça, on n'est pas dans un meeting de campagne, parce que si j'avais dit ça pendant ma campagne électorale, je pense qu'on m'aurait immédiatement envoyé à Sainte-Anne. Voilà, donc les objets, moi je trouve que la collection, qu'elle soit d'art aborigène ou d'art tribal, ou peu importe, ou même d'art africain contemporain, elle mène à beaucoup de choses et elle amène à faire des expériences qu'on n'aurait jamais fait autrement.